Et donc, je cède la parole immédiatement et je le remercie d'avoir fait le déplacement de France à monsieur Étienne Jacob, qui peut déjà venir s'installer, qui est journaliste au Figaro, je suppose que vous connaissez, en tout cas nos amis français, et même en Belgique, nous connaissons, et qui a un bilan alarmant après une année d'infiltration au sein du paysage français de l'alternatif protéiforme, vicieux et qui peut toucher tout le monde. Et donc il sait qu'il a 20 minutes, je ne serai pas horriblement rigoureux, on essaiera simplement de ne pas terminer à minuit le soir. Et voilà, voilà. Vous avez la parole, mais en tout cas, nous sommes vraiment très heureux, comme pour tous les autres intervenants, que vous ayez accepté de nous consacrer un peu de votre temps précieux. Vous avez la parole, monsieur Jacob. Bonjour à tous et merci. Je ne viens pas présenter de projet de loi, hein, je vous rassure. Donc je suis Étienne Jacob, je suis journaliste au journal français Le Figaro et donc d'habitude bon j'écris pas mes interventions mais bon vu que tout le monde n'est pas francophone ici ça me semblait nécessaire de faire un effort. Donc je vais me présenter un peu, vous expliquer ce que je fais. Bon, je suis devenu spécialiste des dérives sectaires, j'écris sur ce sujet depuis 2019. J'ai fait une première enquête sur les sectes évangéliques. Et en fait, ce monde m'a paru passionnant, c'est pour ça que j'en ai fait ma spécialité. En 2019, j'ai aussi enquêté sur la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en France, la MIVILUD, qui à l'époque, voilà, beaucoup d'associations de victimes craignaient de voir disparaître la mission. Bon, apparemment, vu que le chef de la MIVILUD est en partance, il y a encore des craintes aujourd'hui. Mais voilà, à l'époque, heureusement, elle a juste été transvasée des services du Premier ministre à ceux du ministère de l'Intérieur. Pour ma part, j'ai ensuite eu l'opportunité d'écrire un ouvrage sur la famille. C'est une mystérieuse communauté religieuse parisienne où les membres se marient uniquement entre eux depuis plusieurs générations. Ils vivent en vase clos avec leurs propres coutumes, croyances, emprises et dérives. Dans toutes ces enquêtes que j'ai menées, j'ai eu une frustration, c'est que mes interlocuteurs n'étaient pas assez authentiques. Même lorsque j'interrogeais les victimes de certains mouvements, ils n'étaient pas suffisamment eux-mêmes, et c'est bien normal puisque je n'étais pas proche, je n'étais pas leur ami, mais juste un journaliste qui s'apprête à écrire sur eux. Donc j'ai eu l'idée d'utiliser une méthode un peu controversée, mais surtout très utile, l'infiltration. L'objectif était de faire tomber cette barrière entre moi et mes interlocuteurs et surtout de pouvoir découvrir et voir de l'intérieur certains mouvements sectaires. On sait qu'ils cultivent le secret et font énormément de dégâts sur des personnes qui sont particulièrement vulnérables. Donc je n'étais plus Étienne, j'étais Grégory, j'étais Yannick, j'étais Jérôme, j'ai dû changer de profession, parfois de loup vestimentaire, il a fallu passer inaperçu. Pour ça, j'ai même dû étudier les préceptes des mouvements que j'ai infiltrés, ça a demandé du temps. C'est comme ça que j'ai commencé mes infiltrations dans le mouvement raélien. Raël, son vrai nom c'est Claude Vaurillon, il affirme avoir rencontré des extraterrestres dans les années 70, il était en vadrouille près du puits de La Solace dans la région Auvergne en France et aurait rencontré ces êtres qui sont venus le chercher en soucoupe volante. Il l'aurait amené sur leur planète pour leur expliquer qu'ils sont nos créateurs, les Elohim. Ils auraient nommé Claude Vaurillon, qui est, rappelons-le, un musicien raté, qui a aussi été journaliste automobile, comme le nouveau prophète des humains, le messager des créateurs. Son objectif, c'était de transmettre le message, mais pas seulement, il fallait aussi cotiser, évidemment, pour créer dans toutes les grandes villes du monde des ambassades extraterrestres. Et attendre le retour des petits hommes verts. Raël, il ne faut pas l'oublier, a eu tribune ouverte à la télévision française. Il débarquait en grand habit blanc, les présentateurs se moquaient de lui, mais au contraire, ça lui faisait gagner des milliers d'adeptes. Dans les années 2000, Raël et sa troupe ont même prétendu avoir réalisé le premier clonage humain. Ça paraît hallucinant et encore aujourd'hui, son mouvement continue d'exister. Et donc pour ma part, je me suis inscrit à ce qu'on appelle une université du bonheur. L'événement était organisé pour que tous les adeptes du mouvement puissent se retrouver après 2 ans de crise sanitaire. Le rassemblement avait lieu dans un camping en Haute-Loire, pas loin donc de là où il aurait rencontré les extraterrestres. Moi j'ai débarqué là-bas en touriste, j'étais un nouvel adepte, avide d'en savoir plus sur les préceptes de Maitreya. Maitreya, c'est un de ses surnoms, à Raël. Après tout, Vaurillon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il lui se targue d'être le 4e prophète des religions monothéistes, c'est pas rien. Pour ma part, on m'a vite remis un bracelet
de couleur violette pour bien montrer aux adeptes expérimentés que j'étais un nouveau qu'il fallait choyer. Avec moi, il y avait d'autres nouveaux, ils étaient absorbés par Raël. C'était impressionnant de voir ce niveau d'emprise chez des personnes qui pourtant n'étaient pas dans le mouvement depuis longtemps. Il y avait un jeune homme, je me souviens, qui avait vendu son smartphone. À la place, il avait acheté un petit Nokia des années 2000 sur lequel il n'y avait qu'une chose, les appels, les SMS et les textes de Raël. Donc c'était particulièrement inquiétant. On aurait tendance à en rire, mais c'est dramatique. J'ose espérer qu'il a pris conscience depuis de l'emprise qui l'attendait. Là-bas, on m'a donc couvert de bienveillance, même de câlins. Moi, je ne suis pas très tactile et ça a été une sacrée épreuve. Raël, dans les années 80, était connu au-delà des extraterrestres pour la très grande liberté sexuelle au sein de son groupe. Ça a été dit juste avant, d'ailleurs, que pas mal de groupes utilisent le levier sexuel pour séduire des adeptes. Voilà, on avait des adeptes qui se trimballaient pour la plupart nus, les partenaires sexuels étaient multiples. Raël, lui, est accusé d'abus sexuels et de viol au sein du harem qui s'était constitué au fil du temps. Il y avait ces femmes qui, selon la plume qu'elles portaient, lui étaient exclusivement réservées ou pas, d'un point de vue sexuel. Aujourd'hui, la fougue sexuelle a un peu quitté ce groupe, car ils n'ont plus le même âge qu'en 80. Mais bon, la proximité est toujours bien là, et c'est assez déstabilisant quand on arrive là-dedans. Pendant une semaine, j'ai assisté donc à un stage où on était censé élever notre conscience. Donc on nous prodiguait des conseils lifestyle assez communs, et à côté, on plante dans notre cerveau la graine du mensonge avec le prétendu vécu de Raël et les enseignements douteux qui leur a été transmis par les Elohim. Ça n'a pas été facile parce que j'ai pu ressentir moi un peu cette overdose d'amour que peuvent ressentir les nouveaux membres, les nouveaux adeptes de mouvements sectaires. Vous êtes nouveaux, vous êtes un peu seuls, vous êtes un peu paumés, on s'intéresse à vous, on vous guide et on vous dirige. C'est confortable, mais c'est aussi très dangereux. C'est une véritable preuve du processus d'emprise pour moi. Lors de ce rassemblement, on avait quand même 300 personnes. Il y avait certains haut placés qui sont toujours actifs, que j'ai pu rencontrer. Ils ont déjà été condamnés pour certains par la justice pour des agressions sexuelles. Chez Raël, j'ai été placé dans le bungalow d'un homme qui avait à peu près 70 ans. Il m'a proposé dès le premier jour de me prendre en photo. Je pensais que c'était des photos de groupe. En vérité, il voulait prendre des photos de moi. Voilà, cet homme déambulait nu également dans le bungalow. C'était quand même assez perturbant. Et imaginons si j'avais été sans défense, sans ces garde-fous que j'ai de par mon travail, ça aurait pu être vraiment très dangereux. Dans ce même bungalow, c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est affligeant plutôt, mais il y avait aussi un couple, des adeptes d'Irène Grosjean, qui est la papesse du manger cru, qui est décédée l'année dernière, le crudivorisme. Cette nonagénaire, donc elle est décédée l'an dernier, comme je disais, elle affirmait pouvoir soigner toutes les maladies grâce à un régime composé de fruits, de légumes crus, de purges à l'huile de ricin et de plantes. Et moi, quand j'ai vu chez Raël, toujours l'aspect maladif, l'isolement de ce couple de crudivores, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille assister à un stage d'Irène Grosjean. Voilà, ce couple était adepte d'une gourelle et d'un gourou. Donc c'était Raël d'un côté, Irène Grosjean de l'autre. Ils étaient doublement victimes de mouvements sectaires. Donc pour rencontrer Irène Grosjean, je me suis rendu quelques semaines après Raël à Névache, qui est un petit village des Hautes-Alpes, c'est magnifique comme endroit, et les adeptes de cette naturopathe donc, se réunissaient pour un stage d'une semaine. Ça coûtait environ 1 200 €, trajet compris, et moi j'ai pu apprendre toutes les techniques d'Irène Grosjean, de la crusine, donc cuisiner cru, aux purges, en passant par les plantes, vendues par sa fille, car on est dans un écosystème bien rodé, et tout ça serait bien plus efficace que les médicaments, évidemment. Donc j'ai pu, dès les premières minutes de mon stage, me rendre compte du côté magnétique d'Irène Grosjean. Finalement, l'idée, elle est assez facile à comprendre. Irène, elle prône le manger cru, elle a 93 ans, enfin elle avait 93 ans, et elle se porte mieux que n'importe qui. 93 ans, moi, malheureusement, mes grands-parents sont en EHPAD ou ne sont plus là. Elle était là et elle prodigue des enseignements, donc c'est assez séduisant. Donc on se dit, pourquoi ne pas adopter le même régime alimentaire ? Dès les premières minutes, moi j'ai assisté au discours de cette dame qui élève donc le manger cru au rang de religion, parce qu'elle a des racines chrétiennes, catholiques, comme de nombreux Français. Et donc,
à côté, elle distillait insidieusement un discours qui est hostile à la médecine conventionnelle et à la science. Big Pharma serait bien content de nous maintenir malades, on couperait le sucre au bleu de méthylène et au noir animal. Et à la fin de chaque phrase, elle entonne des hymnes à la joie chantonnés devant un parterre d'adeptes avides de connaissances. Donc j'ai pu voir les dégâts que ça pouvait causer de tels propos. Le sujet est on ne peut plus sérieux, on parle de la santé des gens. Alors Irène Grosjean, à 93 ans, n'était pas toute seule, elle avait un acolyte qui s'appelle Miguel Barthéléry, qui l'accompagnait pour le stage. Lui aussi était naturopathe, il a été condamné par la justice à de la prison avec sursis après la mort d'un de ses adeptes, qui avait un cancer. Il lui conseillait littéralement le régime crudivore à la place de sa chimiothérapie. C'est ça le risque numéro 1 de ces praticiens qui se basent sur des préceptes non scientifiques. On détourne le commun des mortels des traitements qui, eux, ont été éprouvés par de nombreuses études et autres essais cliniques. Alors oui, je ne suis pas là pour dire que la science résout tous les problèmes. Le cancer n'a pas encore été battu. Ça permet à des charlatans, malheureusement, de se prétendre plus intelligents que les autres en prodiguant une offre de prétendus soins qui, au mieux, ne permettra que d'avoir l'effet placebo et, au pire, d'entraîner la mort. Avec donc des thérapies non conventionnelles, contre-productives, qui peuvent engendrer à la fin une perte de chance. Chez Irène Grosjean, moi j'ai vu ces naturopathes qui assénaient à plusieurs reprises que leur pratique pourrait soigner donc toutes les maladies, y compris le cancer. J'ai vu leur pseudomédecine basée sur des milliers d'expériences et non sur des tonnes d'études scientifiques. Pour Irène, pour Miguel Barthéléry dont je parlais tout à l'heure et les autres, manger cuit, en fait, ça empoisonne notre organisme. Ça crée de la colle, littéralement de la colle, qu'il faut donc purger au risque de voir notre santé se dégrader. Donc, quand on devient patient de ces personnes-là, on se voit remettre un calendrier de santé très précis, où on doit se purger très régulièrement, parfois une fois par semaine. Miguel Barthéléry, dont je parlais, lui se targue d'avoir eu des centaines de purges à son actif. Moi, ce que j'ai vu en seulement une semaine, c'est des femmes, quelques hommes aussi, qui étaient très heureux d'avoir perdu 8 kilos en une semaine. Certaines en sont ressorties amaigries, aucune n'a été monitorée pendant la purge. On laissait les gens sans surveillance, alors que l'huile de ricin, c'est un produit extrêmement puissant. J'ai vu aussi des personnes avec des troubles alimentaires. J'ai moi-même mis plusieurs semaines à me remettre de ce régime où tout est interdit et tout n'est qu'empoisonnement. En revenant chez moi, j'avais peur de manger un steak, car même si on est tous d'accord sur le fait qu'il faudrait probablement un petit peu limiter sa consommation de viande rouge, pour Irène et les autres, c'est beaucoup plus radical que ça. Et ils ont réussi en quelques jours à planter cette graine qui est particulièrement nocive. Imaginons ceux qui sont là depuis des semaines et des mois dans ce mouvement. C'est pas rien. Et donc moi je me suis retrouvé par exemple avec ce professeur de cuisine, j'en parlais, la cuisine crue, qui lui mangeait jusqu'à 7 melons par jour lors de cures intensives. Ça prête à rire encore une fois, mais les conséquences elles peuvent être désastreuses. Donc je parlais de soigner le cancer. Et soigner le cancer, c'était le credo d'un autre gourou que j'ai pu rencontrer lors de mes enquêtes, qui m'ont permis d'écrire donc dans mon livre, donc je n'ai pas parlé, qui s'appelle La France des gourous. Soigner le cancer, c'était donc le credo de Joe Dispenza. C'est un chiropracteur américain que j'ai suivi se produire au Grand Rex, une des plus grandes salles à Paris. Il était là devant des milliers de personnes. Il a déballé un discours lunaire où il affirme que méditation et respiration peuvent soigner le cancer et aussi aider les paraplégiques à remarcher. Donc là-bas, on avait des personnes en situation de handicap qui espéraient voir le miracle se reproduire. Malheureusement, pendant ce week-end, on n'a pas vu de miracle. Pour pouvoir vraiment avoir ces miracles, en fait, il faudrait acheter tous les livres et participer à toutes les retraites très coûteuses à l'autre bout du monde que organise Joe Dispenza. Donc voilà,
Joe Dispenza, lui, il a des méthodes qui sont particulièrement insidieuses, car même s'il est hostile au discours officiel et pas forcément favorable aux médecins, il est beaucoup plus habile qu'Irène Grosjean, on est beaucoup moins direct. Lui dit que son discours est basé sur la science. Il vous montre des graphiques basés sur votre fréquence cardiaque, qui montraient votre guérison. Il affirme collaborer avec des grandes entreprises. Moi, j'ai pu les interroger, ces entreprises. Elles sont marquées sur son site internet. Par exemple, il y a un grand label de musique qui s'appelle RCA Records. C'est un des plus gros labels de Sony. Je les ai interrogés. Ils m'ont affirmé n'avoir jamais travaillé avec lui et qu'il ne se serait jamais permis de laisser rentrer un tel individu dans une entreprise pour prodiguer ses exercices et autres enseignements douteux. Donc tous ces charlatans, tous ces gourous veulent s'en prendre à votre portefeuille également, il n'y a pas que la santé. J'ai pu l'observer au sein de l'église de Scientologie. Là, je vais peut-être pas vous apprendre grand-chose parce qu'il n'y a rien de nouveau. Ce mouvement, pour vous resituer quand même, se vend comme une religion du XXIe siècle. Il a été créé par Ron Hubbard, qui est un auteur de science-fiction au début des années 50. L'homme a créé un concept selon lequel il existerait dans notre cerveau deux parties, un mental analytique et un mental réactif. Le premier nous permet d'analyser les choses, c'est très bien. Il est bon et utile pour nous. Le deuxième concentre toutes les réactions épidermiques de notre organisme. Il altère notre comportement et il faudrait donc le bannir. Alors comment le bannir ? Évidemment, en participant à ces coûteuses séances de dianétique. Pour les besoins de mon enquête, j'ai assisté à une de ces séances. Avant ça, j'ai rempli sur le site internet de la Scientologie un questionnaire d'environ 250 questions, des questions déjà intrigantes, très tournées sur nos émotions négatives, est-ce qu'on a déjà frappé quelqu'un, ce qui nous agace, ce qui nous énerve, ce qu'on n'apprécie pas. Le quiz n'a évidemment rien de scientifique. Et après ça, on m'a donné un rendez-vous sur place, dans les locaux de l'église de Scientologie, près de Gare de Lyon, à Paris. Donc je suis arrivé dans ce bâtiment très cossu, aux escaliers en marbre, on m'a présenté les résultats de mon quiz, qui étaient catastrophiques. Donc je suis quelqu'un de trop agressif, trop peu sociable, trop méchant, trop avare, j'ai toutes les tares en fait. Et donc la Scientologie, en fait, ils font une dizaine de critères comportementaux, de moins 100 à plus 100, et en fait sur la totalité de ces paramètres, moi j'étais à moins 100. En vérité, il y en avait un autre où j'étais moins 90, donc c'était moins grave, mais sinon j'étais à moins 100 de partout. Donc je pensais pas être quelqu'un évidemment d'aussi dysfonctionnel, et on m'a dit qu'évidemment c'était pas grave parce qu'il y avait une solution, les fameuses séances de dianétique. On m'a donné 48 heures, on m'a donné rendez-vous 48 heures plus tard pour aller faire une séance avec une membre expérimentée de l'église de Scientologie. Je me suis retrouvé face à elle dans une pièce sans fenêtre, et elle m'a passé une vidéo expliquant le principe donc que je vous expliquais de mental réactif et analytique. Et puis après, elle m'a questionné sur la prise de drogue, sur la psychiatrie également, parce que la Scientologie mène aussi un combat légitime contre la drogue. C'est pour ça qu'ils distribuaient des tracts jusqu'à récemment à Paris. Et ils sont aussi vent debout contre la psychiatrie, ça on comprend moins évidemment. Leur objectif, et ça cette membre qui m'auditionnait me l'a dit texto, c'est de remplacer les psychiatres dans les cliniques et à la place de mettre des dianéticiens. Le programme est inquiétant. Donc pour commencer cette fameuse séance, on m'a demandé de fermer les yeux, puis de raconter mon dernier repas. J'ai alors détaillé avoir cuit des œufs la veille, puis les avoir dégustés. Il fallait raconter le souvenir de A à Z. Et une fois l'histoire terminée, mon interlocutrice me disait « Reviens au début et rajoute tous les détails que tu as oubliés ». Donc j'ai à nouveau raconté le souvenir, les œufs, l'assaisonnement, où est-ce que j'étais, comment je les ai mangés. Mon interlocutrice, elle était très curieuse et elle m'a bombardé de questions. Mais à la limite, ça pose pas de souci parce que c'est un souvenir qui est plutôt positif ou neutre. Sauf que le souvenir des œufs au plat, j'ai dû le raconter une dizaine de fois. Donc à un moment donné, ça devient compliqué. Mais après les œufs, on est passé à un autre souvenir. J'ai été invité à me remémorer mon dernier souvenir douloureux. Pas de chance pour moi, il s'agissait d'une rupture amoureuse qui avait eu lieu quelques jours plus tôt par téléphone. Donc moi j'ai dû tout raconter de A à Z, le contenu de l'appel, mon état d'esprit, et je me rends compte qu'à chaque fois que je raconte de nouveau le souvenir, je le décris de manière de plus en plus sombre, de plus en plus pessimiste. J'en viens même à dire à ce moment-là que j'ai eu envie de mourir, de me jeter du 4e étage de mon appartement, alors que
moi, je ne me souviens pas d'avoir été aussi mal que ça en vérité sur le moment. Ressasser ce souvenir m'a créé une sorte de faux souvenir induit. J'ai accentué l'effet de ce souvenir sur moi. Sur ma chaise, j'ai été interrogé pendant plus de 3 heures. Je me souviens avoir été en nage, en crise de panique, un peu comme le jour de cet appel, mais en bien pire. C'était un moment absolument désagréable que je ne souhaiterais pas revivre aujourd'hui. Quand la séance a été terminée, mon interlocutrice avait absolument tout noté sur un cahier. Et évidemment, on n'est absolument pas protégé par le secret médical, on n'est pas face à des médecins, et elle m'a donc indiqué que j'allais très mal. Mais que vu ma vulnérabilité, j'allais devoir passer des séances de self-analyse avant de passer aux séances de dianétique, parce que je n'étais pas encore assez solide pour remémorer tous mes souvenirs douloureux. Donc j'allais devoir imaginer décrire des dizaines et des dizaines de souvenirs neutres ou positifs avant de m'attaquer au fond du problème. Et si jamais ce problème pouvait être réglé par l'église de Scientologie. Qu'on soit clair, la dianétique c'est une pseudo-science, il n'y a rien qui prouve son efficacité. Pour eux, ressasser les souvenirs malheureux va permettre de regarder le souvenir malheureux en face pour qu'il n'ait plus aucun impact sur vous. Mais est-ce vraiment souhaitable d'annihiler toute émotion? Je pose la question, rien n'est moins sûr. Ce qui est sûr par contre, c'est que j'ai pu observer le phénomène d'emprise sectaire dès mes premiers pas dans l'église de Scientologie. Ils veulent se rendre indispensables auprès de vous et vous disent que vous allez devoir grimper des tonnes de marches avant d'arriver à votre but, être un tétan, atteindre l'état clair. En réalité, il s'agit c'est l'escalier de Penrose, hein, celui qui monte jamais vraiment quand il ne vous fait pas vivre une descente aux enfers en vous ruinant au passage, parce que ça c'est central dans l'église de Scientologie. La Scientologie, c'est une religion dans certains pays, il ne faut pas l'oublier. Mais ces dégâts sont terribles. Des adeptes se sont suicidés. Ce mouvement, il est poursuivi dans de nombreuses enquêtes, notamment pour abus de faiblesse. Il a été condamné pour escroquerie en bande organisée. On a affaire à un mouvement très puissant incarné par des figures fortes comme Tom Cruise. Ils ont leur propre service secret qui peuvent enquêter sur vous et réutiliser des choses contre vous que vous avez dites lors de vos séances de dianétique non protégées par le secret médical. C'est une forme de torture finalement où des gens perdent leur santé et, comme je disais, leur argent, parfois des centaines de milliers d'euros. Pour ma part, l'église de Scientologie m'a laissé quand même quelques séquelles. Je dirais que mes cicatrices émotionnelles ont mis plus de temps à guérir, même si aujourd'hui le temps a fait son œuvre. Finalement, après 1 an d'infiltration dans des mouvements sectaires, j'en ai fait d'autres, mais j'aurais pas le temps de tout évoquer ici, j'ai pu observer les ficelles qu'utilisent ces gourous, des plus évidents, des plus frontales, des méthodes les plus frontales, aux gourous les plus vicieux. Mais à chaque fois, le monstre, il est le même. C'est son masque qui change. Le processus d'emprise, lui, c'est le même. Une phase de séduction, d'endoctrinement, puis une phase de rupture où on vous coupe de votre environnement extérieur ou de votre famille. Et prenez garde, car si les plus vulnérables sont des proies de choix dans les mouvements sectaires, j'ai surtout pu observer que n'importe qui pouvait tomber dedans. Si vous connaissez un peu ce monde-là, tout le monde va vous dire mais il faut être bête pour tomber dans un mouvement sectaire, mais j'ai vraiment observé que c'était faux. Malheureusement, il y en a pour tous les goûts, tous les types de personnes, tous les niveaux sociaux. Et même un journaliste comme moi, avec tous les garde-fous que j'ai grâce à mon expertise, grâce à ma profession, n'ont pas suffi à m'en sortir totalement indemne sur le moment, avec des stages qui pourtant n'ont jamais duré très longtemps. Alors imaginez le cauchemar vécu par certaines victimes pendant des mois, des années, voire toute une vie. C'est ça le principal problème. Merci à tous.